Alors, c'est un procès important, parce que c'est pour ça que je vous posais la question de l'idée d'un procès piège. La preuve, c'est qu'il en joue lui-même. Oui, alors c'est un demi-piège, parce qu'en réalité, c'est une cache terroriste. Il n'y a aucun doute là-dessus. Une cache de braqueurs, faramineuse. Il y a des armes, il y a des munitions, il y a évidemment des lance-roquettes pour attaquer des fourgons, mais il n'y a absolument jamais de TATP. Pourquoi ? Parce que le TATP, c'est, vous savez, l'explosif du pauvre. Autrement dit, c'est fabricable avec des produits du commerce. C'est assez difficile à fabriquer. Si vous fabriquez ça tout seul dans votre appartement, vous pouvez faire sauter l'appartement. Ça consiste à transformer des liquides en solides. Oui. Et une fois que vous avez des grains de sel, comme du gros sel, c'est ça le TATP, c'est du gros sel. Ce gros sel, il est très instable. C'est-à-dire si vous le frappez, s'il a un choc, il explose. Il se transforme instantanément en gaz, le solide se transforme en gaz, et ça provoque une explosion. C'est facile à comprendre. Il y avait 105, donc vous êtes bon au TATP. Il y avait 105 grammes de TATP dans cet appartement ordinaire d'un quartier calme d'Argenteuil. Oui. D'ailleurs, les policiers étaient à 10 000 lieues d'imaginer qu'ils allaient tomber sur la caverne d'Ali Baba, d'un commando terroriste. Oui. C'était une surprise pour eux. Et d'ailleurs, Criquet, la phrase est célèbre, Criquet dit à la policière, quand ils sont devant l'appartement, « Ne faites pas rentrer le chien va mourir ». Et la policière, elle comprend, elle imagine que l'appartement est piégé. Oui. Elle comprend que s'il dit ça, c'est qu'il y a des explosifs. Quelque chose, oui. Donc là, effectivement, la perquisition va durer 20 heures, les artificiers vont venir. Et la présence de ce TATP signe un commando. Et un artificier qui a été capable de le fabriquer. Parce que 105 grammes de TATP, ça fait plusieurs ceintures d'explosifs. Et effectivement, ça aurait pu faire sauter, peut-être pas l'immeuble, mais en tout cas l'appartement. En simple choc. Donc c'est un commando terroriste, sans aucun doute, contrairement à ce que dit son avocat. Là où c'est vertigineux, c'est que personne ne sait, personne, malgré l'enquête, malgré les propos de Manuel Valls assez imprudemment, personne ne sait quelles étaient leurs cibles et quand. Et c'est ce qui est vertigineux, parce que c'est en 2015. Autrement dit, c'est déjà il y a un peu longtemps. Oui. Et ça montre à quel point les terroristes de Daesh ont déjà intégré depuis 5 ou 6 ans la nécessité absolue pour eux de ne pas communiquer par les téléphones, de ne pas communiquer par Internet et de ne laisser aucune trace numérique. Alors en réalité, il y en a une toute petite, parce que le complice Barry, qui ne veut pas témoigner, qui a refusé de comparaître, le lendemain ou le surlendemain de l'arrestation de Cricket, il fait un message télégramme en Syrie. Et ça, ce petit message télégramme en Syrie, c'est le petit truc, très ténu. Heureusement qu'il est là. Heureusement qu'il est là, mais c'est comme dans les attentats, dans le procès des attentats de Charlie, vous savez, ça montre à quel point c'est difficile d'enquêter sur ces réseaux, déjà. Et à quel point ça sera difficile d'enquêter sur les prochains, parce que les prochains, ils auront aussi encore plus intégré l'idée qu'il n'y a aucune trace. C'est de plus en plus difficile d'enquêter sur le terrorisme à cause de ça. Est-ce qu'on va sortir de là, pardonnez-moi de vous interrompre Laurent, en ayant une idée sur ce qu'est... sur qui est effectivement Reda Cricket, je veux dire, quel était son rôle? À mon avis, aucune. Et d'ailleurs, c'est ce qui était spectaculaire dans le procès de Charlie, où ils étaient beaucoup plus nombreux, où ils étaient au fond d'horizons différents, dans une nébuleuse de vendeurs d'armes, de délinquants, de copains. On a pu imaginer au début du procès Charlie, il y en a certains qui allaient vraiment s'en tirer sur le thème, mais il n'y a pas grand-chose contre eux. Parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose contre eux. Il y en a un qui prend 18 ans de prison, Charlie, parce qu'il a été 2 fois à Lille, et alors que c'est quelqu'un de chevronné qui a toujours une vingtaine de téléphones, qui change de téléphone tous les 7 jours. Eh bien, une fois à Lille, les 2 fois où il est allé à Lille, il avait un téléphone qui a borné au mauvais endroit, au même moment. Et avec le recul, on se dit que sans ces 2 bornes, il n'aurait peut-être pas été condamné dans le procès Charlie. Donc vous savez à quoi ça tient ? C'est un travail de fourmi, ce que font les enquêteurs.